bienvenue sur le Vieux-Port de Marseille pour notre première émission en direct. Alors vous le savez, nous avons la chance d'accueillir dans notre belle cité phocéenne le Congrès mondial de la nature de l'UICN. Et à cette occasion, Pernod Ricard France lance une initiative originale, accueillir ici même, durant tout le congrès, des entreprises, des médias, des acteurs de la biodiversité autour de la protection du vivant, afin de leur donner la parole et de faire écho à leurs engagements. Nous ouvrons le bal aujourd'hui en parlant innovation et technologie en partenariat avec la French Tech Aix-Marseille. Ces liens entre transition écologique et révolution numérique sont étroits et ont même désormais un nom, on parle de Green Tech. Pour ce qui concerne plus précisément la biodiversité, des innovations telles que l'intelligence artificielle ou la télédétection se développent pour améliorer la connaissance et l'efficacité des mesures en matière de conservation de la nature. Mais la biodiversité elle-même peut être source d'innovation pour de nombreux secteurs d'activité. Le concept récent des solutions fondées sur la nature rappelle que celle-ci renferme quantité de réponses sans consommer de ressources, produire de déchets ou nécessiter de grandes puissances de calcul. En s'inspirant de la nature, le biomimétisme a permis le développement de nombreux procédés industriels. Je sais qu'on cite toujours les mêmes exemples, d'ailleurs je pense que Kalina nous le dira tout à l'heure, mais évidemment l'invention du velcro en observant les plantes ou le nez du TGV à partir du bec du martin pêcheur. Cette démarche permet de concilier progrès et respect de l'environnement. Alors, l'innovation est-elle bonne pour la nature ou bien la nature est-elle bonne pour l'innovation ? Nous avons 45 minutes pour en discuter avec nos trois intervenants. J'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Kalina Raskin, qui est la directrice générale du CBIOS. Elle vous expliquera plus en détail ce que c'est. Nous avons Emmanuel Delannoy, qui est secrétaire général du comité français de l'IUCN, qui organise le Congrès mondial de la nature, et consultant associé de Picaya. Et nous avons Olivier Rovellotti, le président de Natural Solutions. C'est pareil, il nous dira ce qui se cache derrière ce nom. Alors, pour parler innovation, nous allons commencer avec vous, Kalina. Tout d'abord, bonjour. Bonsoir. Même bonsoir, effectivement, il est déjà tard. Vous êtes docteur en neurosciences et depuis toujours une adepte du biomimétisme. Vous avez participé à la création du Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, le CBIOS, en 2013, et vous en êtes aujourd'hui la directrice générale. Votre ambition est de faire de la France la championne du biomimétisme. Alors Kalina, pour commencer en 2 mots, le biomimétisme, c'est quoi ? Donc, le biomimétisme, ça consiste à aller comprendre comment fonctionne le vivant. Le vivant qui nous entoure, c'est à minima 10 millions d'espèces qui sont le résultat de 4 milliards d'années d'évolution. Et donc, par essai-erreur, au cours de l'évolution, les espèces qui nous entourent sont des modèles en termes de sobriété énergétique, en termes de sobriété en usage de ressources matières, de ressources en eau, et pourtant avec des performances en termes d'usage qui sont remarquables. Et donc l'idée, c'est finalement d'aller regarder ces solutions assez géniales qui ont émergé au cours de l'évolution, de comprendre comment ça marche et de voir comment ça peut être transposé à nos propres processus de conception ou d'organisation à différentes échelles. Et donc le vivant représente un remarquable réservoir d'innovation et finalement une nouvelle référence en termes de transition écologique, puisque que ce soit sur le pilier énergétique, sur le pilier de la matière, de la chimie, de l'usage de l'information ou encore de la ressource en eau, le vivant a optimisé et trouvé les meilleurs compromis pour assurer sa pérennité d'une part, les meilleures interactions possibles avec les espèces qui l'entourent et en même temps assurer sa survie de génération en génération tout en innovant de façon constante. Et donc, le biomimétisme, ça consiste à regarder comment tout ça fonctionne et à intégrer ça dans nos modes de fonctionnement responsables. Vous voulez dire que derrière l'émotion qu'il y a à faire une balade en forêt et à admirer la nature, derrière la beauté et l'émotion, il y a en fait de la performance qui se cache et de l'innovation. Le biomimétisme, il l'appelle effectivement à changer de regard sur le vivant, à le regarder avec à la fois le regard de l'inventeur, du concepteur, ou de faire en sorte que finalement cette nature et ce lien au vivant ait une nouvelle dimension, une nouvelle teinte, qui est comme la nature a été la muse d'un certain nombre d'artistes et d'inventeurs au cours des siècles, que là nos futurs concepteurs, nos entreprises, nos organisations, nos politiques publiques regardent comment le vivant fonctionne et finalement comment le vivant pourrait être un modèle de développement pour les générations futures.
Alors derrière ces mots très poétiques, ça fait du bien en fin de semaine d'entendre des mots comme ça. Concrètement, qu'est-ce qui se cache? Quel type d'applications on trouve dans l'industrie en dehors de celles que j'ai citées et que tout le monde cite? Alors il y a des applications extrêmement nombreuses et on a des pépites en France en termes de biomimétisme. Vous avez. Est-ce qu'on a des pépites marseillaises? On a des pépites marseillaises. Alors je ne sais pas s'ils sont encore arrivés dans la salle, mais peut-être qu'ils vont arriver dans quelques instants. Alors, j'en profite pour dire aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment sur Facebook Live, et on salue les personnes de So Good qui diffusent en direct cette table ronde, que derrière les caméras, donc il y a une grande salle avec des gens qui sont en train de nous regarder. Et donc, vous avez par exemple le cabinet d'architecture Tangram Architecture en France, qui est à Marseille, qui est un cabinet d'architecture très engagé autour du biométisme et de la biodiversité, avec plusieurs projets en lien avec le biométisme. Et je vous invite à aller regarder effectivement ce qu'ils font. Ils ont notamment un certain nombre d'innovations sur la biologie, inspirées de la biologie marine. Vous avez des entreprises comme Seaboost qui travaillent à recréer finalement des récifs artificiels pour pouvoir favoriser la recolonisation des écosystèmes marins, et favoriser donc le déploiement et la restauration des écosystèmes marins. Et après, au niveau national, vous en avez plein d'autres. Vous avez l'entreprise Île Énergie qui déploie des membranes ondulantes en s'inspirant finalement du mouvement des espèces marines pour pouvoir produire de l'énergie de façon plus sobre en termes de d'implantation de dispositifs et d'infrastructures, et en même temps avec des rendements équivalents et la possibilité de les intégrer dans des estuaires ou plus proches des côtes, avec un impact bien moindre sur la biodiversité que des processus plus conventionnels énergétiques. Vous avez des entreprises qui travaillent aujourd'hui comme BioInspire sur la restauration des sols en faisant alliance avec des plantes qui vont être des plantes dépolluantes, mais non seulement elles dépolluent, mais elles intègrent finalement des substances polluantes dans leur propre chimie, et on va pouvoir revaloriser cette chimie pour venir révolutionner et rendre notre chimie beaucoup plus douce et beaucoup plus verte. Donc vous avez comme ça dans l'ensemble des grands domaines de l'industrie conventionnelle, de la ville jusqu'à la chimie, des exemples remarquables. Donc il y en a pléthore, et si vous voulez découvrir plein de ces exemples-là, je salue également Alain Renaudin qui est dans la salle, qui est le chef d'orchestre d'une manifestation qui s'appelle Biomime Expo, et qui est le grand salon français du biométisme dans lequel l'ensemble des acteurs se rejoignent, et qui a son étape marseillaise la semaine prochaine. Et j'invite tous les gens qui suivent un peu le congrès à aller voir la grande fresque du biomimétisme qu'il nous a concocté avec toute une série d'exemples. Et donc c'est une fresque de 50 mètres à l'entrée du congrès mondial de la nature, et qui expose plein d'exemples dans le domaine. Le rendez-vous est pris pour Biomime Expo. En vous écoutant, ça a l'air simple. En vous écoutant, on se dit, tiens, il suffit d'aller dans la nature, de regarder ce que font les plantes, de regarder ce qui se passe, et puis tout d'un coup, on a l'innovation qui peut arriver pour nos secteurs économiques. Concrètement, comment on fait? Parce que j'imagine que c'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a déjà un process qui existe? Est-ce que ça a été documenté? Est-ce qu'il y a une démarche scientifique qui permet de passer de cette observation à l'innovation? Alors effectivement, ce n'est pas simple. Il suffit pas de mettre des compétences autour de la table et de secouer et hop, ça marche. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que on est sur des savoirs et des réservoirs de connaissances très différents. Les biologistes et d'autres disciplines scientifiques n'ont pas l'habitude de se parler parce qu'on leur a pas enseigné à travailler dans l'interdisciplinarité, on leur a pas appris dans la pratique à travailler dans l'interdisciplinarité. Ce sont des choses qui évoluent, mais lentement. Donc il y a cette difficulté de faire travailler ensemble des réservoirs de connaissances différents d'une part, par ailleurs des cultures très différentes. J'ai la chance d'avoir un profil pluridisciplinaire, et non seulement donc les connaissances sont pas les mêmes, mais les cultures sont différentes. La culture des biologistes n'est pas la même que la culture des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, ou encore toutes les sciences humaines et sociales, les sciences économiques. Tout ça n'a pas la même culture. Donc il faut faire travailler ces gens-là autour de la table. Et heureusement, toute cette méthodologie et cette approche de la pluridisciplinarité par le biométisme commence à être formalisée, commence à être documentée. Nous-mêmes, CBIOS, on est une coopérative, donc on a un collectif d'acteurs qu'on représente. Nous travaillons collectivement à la maturation justement des méthodologies qui permettent d'accélérer ce transfert de connaissances de la biologie vers d'autres disciplines, pour aller depuis une problématique initiale au choix d'un modèle biologique d'intérêt qui va servir de modèle, de source d'inspiration,
collaboration, jusqu'à du prototype ou un nouveau modèle organisationnel pour aller jusqu'à la preuve de concept et finalement venir accélérer et, c'est pas un gros mot, hein, un peu standardiser tout ça pour le rendre plus facile et plus accessible pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Et on a la chance en France donc d'accueillir ce sommet mondial. Est-ce qu'en termes de biomimétisme, nous sommes des champions en France ? Alors on a tout pour, on a absolument tout pour être des champions, on a les compétences académiques, on a des entreprises de plus en plus motivées pour pouvoir s'engager dans cette démarche de biomimétisme, on a des startups, de la deep tech, de la French tech, remarquables dans le domaine. Et ce qui manque, en fait, c'est un petit peu comme si on avait tous les musiciens, mais qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire de la musique ensemble dans un orchestre, que la partition, elle est encore un peu balbutiante, et que le chef d'orchestre, voilà, il n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir finalement organiser tout ça. Donc, on a absolument tout. Il manque plus grand-chose. Depuis quelques années, par ce travail collectif de l'ensemble des parties prenantes, le biomimétisme a énormément progressé à tous les niveaux, dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, dans les politiques publiques. Donc on n'est pas très loin, voilà, d'une dynamique vraiment forte autour du biomimétisme. Il faut voir que nos voisins, l'Allemagne, la Suisse, ils se sont positionnés sur cette thématique-là depuis plusieurs années. Donc il est grand temps qu'on s'investisse là-dessus. Et à noter que la France, si elle a vraiment un élément qui la démarque de beaucoup d'autres pays et de valeur ajoutée en termes de biomimétisme, c'est son patrimoine biodiversité. La France est quand même 10% du patrimoine biodiversité mondial. C'est le second accès à l'espace maritime, donc le second accès à la connaissance finalement sur la biologie marine. Et ça, c'est très largement sous-évalué. Et on est très heureux, avec un collectif d'acteurs, de lancer justement un gros programme assez ambitieux d'accélération du transfert de connaissances, notamment avec le Muséum d'histoire naturelle et un certain collectif de plateformes techniques et d'entreprises pour pouvoir accélérer la connaissance du vivant pour faire du biomimétisme. Je ne sais pas encore si nous sommes les champions. En tout cas, on sent bien votre passion pour défendre ce biomimétisme. Emmanuel, je me tourne vers vous. Je vous voyais réagir à cette métaphore du musicien qui a été utilisée par Kalina. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oui, alors je suis effectivement complètement d'accord sur le constat. On a tous les ingrédients qui sont là. Après, j'utilise souvent une image pour parler de la manière dont les systèmes vivants s'auto-organisent. C'est dire, mais finalement, le printemps, c'est une symphonie sans chef d'orchestre. Donc ça marche, il y a de l'auto-organisation, chaque acteur est à sa place et c'est la partition qu'il a à jouer. Mais effectivement, et Kalina l'a dit dans son propos introductif, c'est le résultat d'une très longue coévolution, c'est-à-dire que le vivant a eu 4 milliards d'années pour apprendre à vivre ensemble. Alors vous allez me dire 4 milliards d'années pour apprendre à coordonner un orchestre ou apprendre la politesse dans les relations les uns les autres, c'est un peu long. Nous, on n'a pas autant de temps et donc peut-être qu'on a besoin plutôt que d'un chef d'orchestre, je dirais un catalyseur de cette transformation. L'idée, c'est pas de mettre les acteurs du biomimétisme académique ou les entreprises sous la tutelle, la responsabilité d'un chef d'orchestre, mais c'est que chacun trouve sa place dans cette symphonie, effectivement. Très bien, on en reparlera tout à l'heure, notamment avec ce lien avec les entreprises, pour que vous puissiez nous expliquer justement ce lien entre biomimétisme et entreprise. Dans quelques instants, Kalina, je reviens vers vous. Il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à bien saisir. Nous sommes là pour essayer de montrer des initiatives qui participent à la préservation de la biodiversité. En quoi le biomimétisme, donc l'observation finalement de la nature, participe à la préservation de la nature ? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la question. Il y a effectivement un effet indirect finalement d'argumentaire en faveur de la biodiversité quand on parle de biomimétisme, parce que chaque espèce qui disparaît finalement c'est un réservoir de solutions, une fois de plus, qui disparaît aussi. Donc, il y a déjà l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en 2007, citait le biomimétisme comme un des arguments majeurs en faveur de la préservation de la biodiversité, parce que les entreprises ont besoin d'innover, de se renouveler, de finalement sortir de cette impasse dans laquelle on est quand même bien engouffré. Et donc, le vivant sert de modèle, mais si on n'a plus de modèle, évidemment, ça va poser problème. Donc, il y a ces effets finalement indirects. Il y a un second effet indirect, c'est que je reviens à cette idée de cahier des charges et de sobriété.
une grande partie des impacts que nous avons aujourd'hui délétères sur la biodiversité est issue justement d'un manque de sobriété de nos sociétés de production et de consommation. Et donc, par plus de sobriété, et par cette promesse de sobriété qu'apporte le biomimétisme, eh bien, par effet indirect, on vient à apporter également et à diminuer les impacts sur la biodiversité. Et puis, troisième angle, c'est l'angle plutôt direct que j'ai déjà cité tout à l'heure. Il y a aujourd'hui des entreprises qui, par une approche bio-inspirée, parce qu'elles vont restaurer des zones humides, parce qu'elles vont restaurer effectivement des récifs sous-marins, en s'inspirant de la façon dont le vivant génère justement des fonctions support et des écosystèmes favorables à la régénération des écosystèmes, vont contribuer directement à la régénération de la biodiversité. Donc le lien biomimétisme et biodiversité, il est à la fois indirect et direct. Merci beaucoup, Kalina. On a bien compris que le biomimétisme est donc un moyen de réconcilier la biodiversité avec l'innovation et l'économie. On va se tourner vers vous maintenant, Emmanuel, pour voir ce que vous en pensez. Donc, Emmanuel, vous êtes entrepreneur, vous êtes auteur et vous êtes aussi un adepte du biomimétisme. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Certains se trouvent sur cette table. Donc, j'encourage les personnes dans la salle à venir les consulter. Et dans votre dernier livre, justement, Biomimétique, répondre à la crise du vivant par le biomimétisme, vous dites que ce qui est en crise aujourd'hui, c'est avant tout notre relation au vivant, plus encore que le vivant lui-même. En quoi le biomimétisme pourrait renouer ces liens qui nous unissent au vivant? Et je vous assure, c'est la seule question de ce niveau-là de complexité que je vais vous poser. Elle est pas si complexe que ça, en fait, cette question. C'est effectivement, on dit parfois d'ailleurs, hein, le vivant est pas en crise. Le vivant, dans sa dynamique globale, va se perpétuer. Si l'espèce humaine disparaît demain, le vivant va continuer sans nous. Donc, ce qui est la conséquence de la crise de notre relation au vivant, quelque part le mépris dans lequel on traite le vivant aujourd'hui, c'est effectivement la crise du vivant. Mais la crise du vivant n'est qu'une conséquence de cette crise de notre relation au vivant. Alors, qu'est-ce qui va changer ce regard sur le vivant? C'est peut-être renouveler cette capacité de s'émerveiller, mais y compris de s'émerveiller de ces formes de vie banales. C'est-à-dire que quand on parle de la biodiversité au grand public, on pense girafe, on pense grand panda, on pense les grosses bêtes qu'on a en Afrique, loin de chez nous, etc. Et on ne se sent pas si concerné que ça, finalement. Quand on pense au biomimétisme, je vais citer Nicole Ferroni, qui est elle aussi une locale de l'étape, qui habite à Aubagne. Elle disait dans une de ses chroniques, ça m'a beaucoup fait rire, cette illustration, c'est il y a plus de technologie dans une mouche que dans un iPhone 10. Mais c'est fabuleux quand on regarde une mouche voler, une libellule voler. On se dit, mais c'est dingue, comment elle arrive à faire tout ça? Et là, on commence à se réémerveiller de cette capacité du vivant à innover, à s'adapter en permanence. Se promener, et on en parlera avec Olivier Rovellotti tout à l'heure aussi, la biodiversité, elle est partout, elle est dans la rue, elle est à la porte, au fond du jardin, etc. Et donc, être capable de regarder ce vivant en se disant « Ah oui, quand même, j'ai vu un documentaire sur le biomimétisme, j'ai lu un livre sur le biomimétisme, j'ai utilisé tel produit récemment dont on m'a dit qu'il était inspiré par telle espèce, etc. » On doit tout ça au vivant. Et là, c'est formidable, que ça renouvelle cette capacité d'émerveillement qui, aujourd'hui, est un peu le propre des enfants et que les adultes ont souvent oublié. Et ça rend capable à nouveau les adultes de s'émerveiller. Donc le changement de regard par rapport au vivant, c'est ça. C'est finalement un regard d'humilité, c'est se dire « Ah bah oui, finalement, le vivant, fait beaucoup mieux les choses que nous le faisons, avec toute notre technologie, avec toute notre prétention et notre arrogance. Et ben non, finalement, une mouche, elle est plus douée que nous pour inventer des machines volantes fabuleuses. » Redevenons ce soir des enfants pour voir toute l'innovation qui se cache dans la nature. Emmanuel, vous utilisez dans votre livre le néologisme de biomimétique. Pourquoi insister sur le lien nécessaire entre biomimétisme et éthique ? Alors là aussi, c'est fondamental. Kalina a commencé à ébaucher le sujet. C'est-à-dire qu'il y a effectivement pas de biomimétisme sans biodiversité. La source d'inspiration, elle disparaît sous nos yeux. On a vraiment face à un effondrement de la biodiversité. Et l'image qu'utilisait Robert Barbeau, par exemple, c'est de dire, mais tiens, on arrive dans une grande bibliothèque, il y a plein de livres sur les rayonnages, et puis il fait un peu froid, alors on met les livres en tas au milieu de la pièce et on allume un feu pour se réchauffer avec les livres. Mais non, la vraie richesse des livres, c'est la connaissance qu'il y a dedans. Là, c'est-à-dire que la vraie richesse du vivant, c'est la connaissance, le résultat de ces 4 milliards d'années d'évolution. C'est ça qu'il faut préserver. Et donc, c'est cette potentialité de cette relation qu'on n'a pas encore commencé à explorer avec ces espèces. Et là aussi, finalement, la grande question, c'est de dire, mais comment le biomimétisme peut profiter aussi à la biodiversité? Alors, à travers intrinsèquement
le fait qu'il y a une exigence d'éco-conception qui a été évoquée donc dans le biomimétisme, consommer moins de ressources, consommer moins d'énergie, utiliser moins d'espace, mais aussi dans l'urbanisme, par exemple, refaire des habitats favorables à la biodiversité ordinaire en ville, désimperméabiliser les sols un peu partout, parce qu'aujourd'hui, c'est des problèmes majeurs. Bon, on l'a vu à New York cette nuit, par exemple. Il tombe 18 cm d'eau, ça paraît pas tant que ça, finalement, en 2 heures. Eh bien, vous avez des inondations catastrophiques dans les grandes villes aujourd'hui. La question de la résilience des territoires en matière énergétique, en matière alimentaire, etc., c'est catastrophique. Vous avez une interruption des réseaux ferrés et routiers. En 2 jours, tout le monde meurt de faim dans les grandes villes. Donc on a créé des systèmes humains qui sont complètement déconnectés des systèmes vivants. Et la vraie question, au-delà de ce premier aspect de l'imaginaire, du lien au vivant qui est à renouer, ce lien au vivant, il doit s'ancrer dans nos processus, dans nos manières de créer de la richesse, dans la manière dont nos entreprises vont créer de la richesse, dans la manière dont on va reconcevoir et réaménager les territoires. Il faut mettre de la biodiversité partout, il faut mettre du vivant partout. Il faut rendre nos systèmes économiques beaucoup plus résilients. Et j'ai envie de dire, tiens, faisons du biomimétisme encore plus loin. Une abeille, quand elle butine, le but du butinage pour l'abeille, c'est de ramener du pollen, du nectar à la ruche pour nourrir le couvain et la ruche. Mais quand elle fait ça, elle va fructifier l'ensemble de l'écosystème. Et en butinant, elle permet la régénération année après année de l'écosystème. Nous, on a des systèmes de création de valeur où effectivement on fabrique de quoi satisfaire les besoins humains, mais en faisant cela, on détruit l'écosystème. Imaginons des entreprises et une économie qui ait des activités à externalité positive, qui fassent l'équivalent du butinage finalement pour les abeilles et qui vont féconder et nourrir leur environnement. C'est comme ça que fonctionne la biosphère dans son ensemble. Le résultat de ces 4 milliards d'années d'évolution, je l'ai dit en forme de boutade, 4 milliards d'années d'évolution pour apprendre à vivre ensemble. Et dans ces espèces-là, vous en avez une, Homo sapiens, qui se comporte un peu comme un adolescent mal élevé et qui vient bousculer la table, renverser les chaises et tout casser. Il faut qu'il passe à l'âge adulte et qu'il apprenne un petit peu mieux à se comporter en public. C'est ça l'éthique du vivant. C'est une relation de politesse, finalement, avec le vivant non humain. En vous écoutant affirmer l'importance du biomimétisme et son utilisation bien plus massive, on en arrive presque à se demander si finalement le biomimétisme n'est pas aussi une nouvelle manière d'asservir la nature, et si en réutilisant autant le biomimétisme, on ne revient pas dans une fonction utilitariste de la nature. Alors c'est le grand débat, mais effectivement c'est l'écueil dans lequel il ne faudrait pas tomber. C'est-à-dire qu'après avoir pillé la nature pour y prendre des ressources matérielles, physiques, du bois, des fibres, etc., on aurait une sorte de pillage intellectuel de la nature sans rien renvoyer en contrepartie. Et donc toute la question de l'éthique du biomimétisme, c'est de dire de quelle contrepartie on va renvoyer au vivant et comment finalement cette notion de redevabilité, ce que nous devons au vivant, on va en faire quelque chose qui va transformer complètement notre relation au vivant, au sens politique, au sens de l'aménagement, au sens de la préservation de la biodiversité. Et ça a un impact aussi sur les politiques de préservation de la biodiversité. On critique beaucoup, et à juste titre d'ailleurs aujourd'hui, une espèce de nouveau colonialisme vert qui voudrait qu'on mette des espaces sauvages, sous cloche, dans lesquels les activités humaines seraient interdites. Et puis le grand impensé de tout ça, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on fait en dehors de ces espaces préservés ? C'est-à-dire préserver 30% de la surface terrestre, par exemple, et 50% des surfaces maritimes, c'est très bien. Mais si c'est pour tout casser en dehors, c'est 0 comme résultat. Donc l'idée, non, c'est qu'il faut interagir de manière positive avec la biodiversité, mais partout, y compris ici sur le Vieux-Port de Marseille, y compris sur la Canebière, vraiment partout. À Marseille, on n'a pas besoin, c'est tellement... on a encore quelques petits problèmes. Voilà, on ne va pas faire de commentaires. Dans votre livre Permaéconomie, vous vous inspirez de la permaculture pour proposer un nouveau regard sur l'organisation et la stratégie des entreprises. Alors vous savez que nous, dans les entrepreneurs de la French Tech, on se pose beaucoup de questions sur la révolution du travail, sur la digitalisation des process, et du coup sur les nouvelles fonctions et la valeur du travail. Et vous, dans votre livre, vous revenez à un concept qui date d'il y a 50 ans. En quoi ce concept de permaculture peut être pertinent pour les entreprises d'aujourd'hui ? D'abord, à 50 ans, on est jeune, j'en suis le témoignage vivant. Ensuite, non, je pense que la permaculture reste une idée de rupture, reste une idée qui est fondamentalement extrêmement riche, extrêmement porteuse. Simplement, on l'a cantonnée, on l'a enfermé un petit peu dans une sorte de ghetto intellectuel en disant la permaculture c'est une affaire de paysans et évidemment de paysans plutôt maraîchers qui vont faire leur but, leur tas de compost, etc. On a ramené la permaculture à quelques pratiques de base. En fait, la permaculture
permaculture, c'est beaucoup plus que ça. C'est des principes de conception, de pilotage, de guidage de système. C'est une éthique de la relation entre humains, de la relation à la terre, de la relation au vivant. C'est une éthique du partage. Et ça reste des idées qui sont fondamentalement neuves. Et par ailleurs, il faut sortir la permaculture de ce ghetto, justement, pour la propager dans l'ensemble des activités humaines, la finance, l'économie, la banque, la gouvernance, l'éducation. Et si je devais résumer en une seule idée, une permaéconomie ou une économie qui s'inspire de la permaculture ou même une éducation qui s'inspire de la permaculture, c'est quoi? C'est une économie ou une éducation ou un aménagement des villes et de la gouvernance qui reconnaît le fait que nous sommes tous des êtres vivants et que nous sommes tous différents les uns des autres, que nous sommes tous variables, inconstants dans nos humeurs, etc. Et que donc on ne peut pas nous faire rentrer dans des cases et des trajectoires bien droites, bien cloisonnées. Je vais prendre une image très simple, et je reviens à l'agriculture. Vous voyez un champ de blé devant vous, là, vous fermez les yeux, vous imaginez ça. Ben, toutes les tiges, elles font 90 cm de haut. Pourquoi ? Parce que dans ce champ de blé, vous avez des clones d'un seul individu. Vous avez non seulement une seule espèce, mais génétiquement, vous n'avez que des clones. C'est vachement pratique parce que ça permet de régler la hauteur de la barre de coupe de la moissonneuse-batteuse une fois pour toutes, et vous moissonnez tout le champ. Par contre, ça rend ce champ de blé extrêmement vulnérable, très peu résilient, parce qu'il n'y a pas de diversité. Dans une école, c'est un petit peu pareil. Si on dit on a le même programme, la même méthode, etc., et qu'on s'adresse uniquement à une classe et à tous les enfants sans aucune personnalisation de la relation, eh ben vous avez de l'échec scolaire et de l'exclusion. Dans l'économie, c'est pareil. Si vous considérez que tous les clients, ils ont les mêmes besoins et que vous y répondez de manière complètement standarde, vous formatez des têtes, vous formatez des esprits, vous appauvrissez quelque part la diversité culturelle de la société. Une perma-économie, une perma-éducation, une perma-finance, tout ce que vous voulez, c'est un mode d'organisation qui reconnaît la diversité du vivant, y compris la diversité humaine, et qui en fait une richesse. Et ça repose sur une reconnaissance de l'altérité. Je reviens à cette notion de politesse. La reconnaissance de l'altérité, c'est quoi? C'est le mot respecter, respectare. C'est spectare en latin, je te regarde. Je te regarde une deuxième fois. C'est-à-dire que la première fois, ok, je t'ai vu. La deuxième fois, je te regarde et je te reconnais. Je vois que tu es différent de moi et tu fais partie de mon environnement et donc on va tisser ensemble des relations. Il faut respecter le vivant, c'est ça. C'est le regarder et tisser des nouvelles relations avec lui. Merci beaucoup Emmanuel pour ces propos très inspirants et éclairants et qui nous placent chacun face à nos responsabilités dans notre relation avec le vivant. Merci à Kalina. Avec vous deux, nous avons vu tout ce que l'innovation doit à la nature. Nous allons maintenant essayer de réfléchir à la relation opposée, c'est-à-dire comment l'innovation peut elle-même aider la nature. Et pour parler de cela, nous avons la chance d'avoir Olivier Rovellotti avec nous, donc le fondateur de Natural Solutions. Donc Olivier, vous venez de l'informatique. Vous avez créé en 2008 Natural Solutions qui conçoit et développe justement des outils informatiques innovants qui sont utiles pour la préservation de la biodiversité. Votre société est aujourd'hui leader en matière de gestion des données de la biodiversité. Et alors, ce qui nous a tout de suite arrêté quand on s'est intéressé à la préparation de cette table ronde, c'est que sur votre site, on peut lire « Notre premier client, c'est la nature ». Alors ça nous a scotché tout de suite. Moi, j'aimerais savoir comment on en arrive à afficher en gros sur Internet « Mon premier client, c'est la nature ». Merci. Déjà, c'est difficile d'arriver après Emmanuel parce qu'il est tellement brillant que ça passe la barre très haut. Donc, le premier client, c'est la nature. C'est une longue démarche, d'ailleurs un peu inspirée par tes bouquins. C'est se dire, on va essayer de remettre une raison d'être au cœur du business, de l'entreprise, et pour retrouver une certaine énergie et puis se concentrer sur ce qui est réellement important. Et puis, c'est un peu aussi une stratégie à deux bandes, comme j'ai expliqué. Nous, on travaille principalement pour des acteurs de la biodiversité. Eux, leur premier client, ça doit être la nature. Donc, nous, en nous mettant notre premier client, c'est la nature, on se positionne quelque part dans une stratégie qui peut être un peu gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà. Très bien. Concrètement, quel type de solution vous proposez ? Alors aujourd'hui, on a identifié 4 grandes problématiques qu'on essaie d'attaquer et de résoudre sous l'angle des technologies. Donc moi, je suis informaticien, donc j'essaie d'apporter mon savoir-faire sur des problématiques liées à la biodiversité. On a la problématique de la reconnexion, comme tu le disais. Pour moi, c'est essentiel. C'est une des premières thématiques sur lesquelles on a travaillé. Aujourd'hui, on voit que le public, le grand public, les jeunes, les moins jeunes sont de plus en plus déconnectés de cette émotion forte que nous procure la nature.
nature. Moi, je viens des sports de plein air et donc quelque part, j'ai toujours été très attaché à cette relation au vivant. Et donc, c'est ce que je veux essayer de préserver en priorité. Ensuite, je suis rentré dans les sciences naturalistes, les sciences naturelles, la biodiversité, plutôt sur le tard. Donc cette question de la reconnexion et cette question de la mise sous cloche, c'est des choses qui nous intéressent énormément et on veut essayer de donc mettre en place. Alors c'est des choses qu'on a fait avec une appli qui s'appelle EcoBalade que vous pouvez télécharger, où vous pouvez aller découvrir une centaine. On peut la télécharger où ? Sur les stores. Sur les stores, Je ne d'accord. vais pas faire de publicité sur les A-stores et sur les Anto-stores. Gratuite, on a une centaine de parcours partout en France et grâce à une clé de détermination, on va pouvoir découvrir ses propres espèces sur un sentier d'interprétation. Et on est en train de réfléchir à une espèce de V2 de cette appli qui va permettre d'aller à la rencontre non seulement des espèces, mais aussi des connecteurs de cette biodiversité sur une logique de biorégion où on va identifier des personnes qui ont eux-mêmes un contact fort avec cette nature et qui sont capables d'être des passeurs de biodiversité. Puisqu'on s'est rendu compte au fil des années, quand je faisais des sorties nature avec les enfants, que finalement, on écoute surtout la personne qui parle et qui raconte des histoires. Et on se souvient beaucoup mieux de l'histoire que du nom scientifique de l'espèce. Donc on a beaucoup brassé, on brasse encore énormément de noms scientifiques d'espèces, mais pour moi, le plus important, c'est l'anecdote. Et quand on voit qu'on fait une balade où on a potentiellement fait 50 noms scientifiques, aujourd'hui avec l'IA en plus, le Shazam de la biodiversité, etc., on retient peut-être une, deux, peut-être, dans le meilleur des cas, parce qu'on a eu un rapport émotionnel fort avec cette biodiversité. On va en retirer peut-être un nom, mais peut-être simplement un moment. Et c'est ça qui est essentiel, je pense, sur cette thématique. Alors ça, c'est la première thématique, j'en ai 3 autres. Puis j'en ai tout un tas, mais bon, pour l'instant, on a 4 grands sujets. On a 4 grands sujets. On a un deuxième grand sujet qui est la ville. Emmanuel le disait, pour moi, la ville, c'est essentiel, puisque c'est un milieu qui est très pauvre en biodiversité. Pendant le confinement, on a joué un petit jeu avec les copains ornithos du Nord. Donc lui, il était dans son champ avec sa longue vue. Bon, c'est un super ornithologue. Et lui, il cochait les espèces. Et puis moi, j'ai essayé désespérément d'en cocher aussi. Donc je suis arrivé à 5 ou 6 maximum, alors que lui, on avait 200. Donc, et bon, moi, j'habite à la rue Dragon, à Castellane, en plein milieu de l'urbain, en plein milieu de l'hyper-urbanité de Marseille, de cette violence quelque part. Et réintroduire cette nature en ville, réintroduire cette biodiversité en ville, c'est aussi nous offrir des micro-moments d'instant de reconnexion, des micro-moments d'émotion. Et aussi, tous les services écosystémiques liés, les îlots de chaleur urbains, enfin vous connaissez un petit peu tout ça, j'imagine, l'ombre, enfin voilà. Mais surtout, l'essentiel, c'est d'aller pouvoir offrir, pendant le confinement, on avait réfléchi avec des architectes, avec notamment Tangram, à offrir des micro-parcs. Et avec la mairie de Marseille, on cherche aujourd'hui des micro-friches à revégétaliser, voilà, pour pouvoir offrir à ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont le plus éloignés de la nature, parce que les calanques c'est loin, parce qu'elles sont peut-être demain fermées, des moments de respiration et des moments d'intensité de découverte. Ça, c'est essentiel. Donc, deuxième communauté, c'est la ville. Et la troisième communauté, c'est aujourd'hui la conservation des espèces, la réintroduction des espèces. On travaille depuis très longtemps, donc c'est un client historique avec un gros projet qui fait de la réintroduction d'oiseaux dans le désert. C'est les émirs du Golfe qui chassent, qui ont surchassé pendant des années. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient détruit leur capital naturel, qu'ils n'avaient plus rien à chasser. Et donc, on réintroduit ces oiseaux dans le désert en essayant de gérer la diversité génétique et de maximiser le potentiel évolutif de ces oiseaux en élevage. Donc on réintroduit, mais on réintroduit intelligemment, contrairement à ce qui a été fait précédemment en France sur le faisan, la perdrix, etc., où on a un peu ce que tu racontais, quelque part, créer des oiseaux qui volent, qui décollent bien, ensuite ils volent 200 mètres, et puis après ils se reposent, et donc on n'a pas grand-chose à faire, il suffit juste de boum, et c'est bon. Donc là, on veut conserver une diversité génétique maximum, c'est la difficulté, pour réintroduire une espèce, et on travaille sur 5 ou 6 espèces, donc c'est quand même des projets qui, quelque part, sont très innovants, et même si ça fait 20 ou 30 ans qu'on travaille dessus, c'est une vision de la biodiversité qui est très innovante, très interventionniste, qui est un peu en décalage par rapport à ce qui se fait en France, où on est justement dans la mise sous cloche. Là, l'enjeu, c'est de se dire, bon, il reste pas suffisamment d'individus. Ils ont travaillé sur l'outarde indienne, il y en avait 200.
200, on va collecter peut-être 3 nids. Donc on va avoir 20 individus en couveuse, en incubation. Puis ensuite, on va les choyer. On va faire notre maximum pour essayer de réinjecter peut-être 200 supplémentaires dans la nature. Et comme ça, on sauve une espèce. Donc on est dans les limites de critically endangered pour les statuts IUCN. On passe la barre des 200, c'est foutu. Donc il faut intervenir juste à ce moment-là. Et donc le dernier sujet, c'est notre sujet historique, c'est la gestion de la biodiversité, c'est la connaissance, c'est comment on fait pour connaître mieux, comment est-ce qu'on fait pour avoir un maximum de données sur le territoire. Un maximum de données, pas simplement aujourd'hui sur des données d'occurrence, c'est-à-dire j'ai vu telle bébête à tel endroit, mais aussi j'ai vu tel trait, j'ai vu telle interaction entre cette espèce et cette espèce pour justement pouvoir s'en bio-inspirer, pour pouvoir créer des solutions fournies sur la nature, mais aussi pour pouvoir protéger la diversité et la richesse là où elle est réellement. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'aires marines protégées, on a beaucoup d'aires protégées, on a beaucoup de territoires qui sont des territoires protégés de papier. On le verra sûrement cette semaine énormément. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'inventer une nouvelle protection de la nature qui soit basée pas simplement sur des dessins sur une carte, des points GPS dans un PDF illisible, qui sont souvent faux d'ailleurs, qui dessinent l'aire protégée des parcs des Calanques, mais d'aller vers plus loin vers l'enjeu de l'usage, l'interdiction d'usage ou la restriction d'usage. Réellement, pour se poser la question de est-ce que cette activité-là, elle est réellement nuisible à la biodiversité? Est-ce que la biodiversité est encore présente pour aller vers une espèce d'intelligence de la protection en temps réel et se dire le balbuzard, il est effectivement présent, donc il faut détourner le bateau sur ce camp-là. Le balbuzard, il est parti depuis longtemps, il est parti en migration ou alors il n'est plus là. Pourquoi conserver une aire de protection forte à cet endroit-là? Pourquoi interdire la pêche? Pourquoi interdire la plongée? Pourquoi interdire le moment de respiration, le moment de reconnexion, le moment d'émotion? Voilà. Merci beaucoup Olivier. Alors pour revenir à l'innovation, vous avez organisé un hackathon, on adore ça, les hackathons dans le domaine de la tech, et un hackathon un peu spécial dont vous dévoilerez d'ailleurs les lauréats demain, si je ne m'abuse. C'est Hack for Nature, qui rassemble donc des chercheurs, des scientifiques, des écologues, des codeurs, des data scientists autour de challenges pour protéger la biodiversité, notamment grâce aux technologies open source. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer en nous disant qu'il y a plein de super projets qui arrivent, qu'il y a plein de jeunes incroyables qui sont en train d'inventer, grâce aux nouvelles technologies, des solutions pour demain? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce super hackathon? Je peux vous rassurer. Ah, très bien. C'est tout. Et ben voilà. Eh bien, merci Olivier. Et donc en 3 mots plutôt qu'en 2. En 3 mots, donc on devait organiser ce hackathon en présentiel sur le congrès au départ qui devait être organisé en présentiel avant toute cette histoire de Covid sur 2 jours et puis le congrès a été décalé, puis décalé, et puis on s'est dit un jour allez, on passe tous en virtuel, il faut que ça arrive, il faut qu'on en vienne là. Et aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On a 12 challenges qui ont été sur lesquels il y a 12 équipes qui ont travaillé en parallèle, peut-être 200 participants, 250 participants sur des visios, sur du code, etc. On avait une programmation autour de la nuit. La nuit, c'est un enjeu fort pour moi. Aujourd'hui, si on éteint la lumière, on arrête la pollution lumineuse. C'est génial, c'est facile, ça coûte pas cher, même ça fait des économies d'énergie. Et en plus, ça protège la biodiversité. Donc la nuit, c'était un enjeu fort. On avait la ville, forcément. On avait la mer. Et on avait l'agriculture. L'agriculture, on a besoin de tech, on a besoin d'intelligence, il faut tout réformer, il faut tout inventer. Donc, pour ne pas les nommer, les lauréats sont annoncés demain. On a 3 beaux projets. Donc, ce qu'on disait en préparation, c'est que c'est pas forcément des projets très tech. On a 2 projets qui sont hyper low tech. Il y en a un, c'est une BD pour les enfants sur les lichens comme bioindicateurs de la pollution en ville. Donc, c'est une petite BD à distribuer aux enfants dans les écoles. Explique comment c'est un lichen, c'est quoi le protocole. Bon, il y a tout un protocole scientifique d'observation qui est un peu complexe, mais voilà, c'est l'idée de faire un peu de pédagogie là-dessus. On voulait aussi dessiner les noms des enfants au pied des arbres avec une craie, donc ça c'est hyper low-tech. Mais il y a aussi des trucs hyper tech. Tu parlais de reconnaissance faciale, nous on a utilisé les algorithmes de reconnaissance faciale pour reconnaître les mérous individuellement.
et les hippocampes. Donc les hippocampes, assez génial, les temps d'auto, il y a un très bel asso qui bosse sur les hippocampes depuis des années, et on se rend compte que on peut, grâce aux critères de reconnaissance faciale, utiliser ces algos pour dire Joseph, l'hippocampe, il est revenu cette année et il était bien avec Martine, sa copine. Très bien. Eh bien, merci pour Joseph et Martine. Merci surtout à tous les trois. Nous arrivons maintenant à la fin de cette table ronde. Merci Kalina, merci Emmanuel, merci Olivier pour ces instants très très éclairants. Donc on l'a compris. J'espère que vous l'avez compris. Vous avez pris du plaisir à écouter cette table ronde. J'espère que ça va changer votre regard sur l'innovation, mais surtout sur la nature, et que ça vous donnera encore plus envie de l'observer pour pouvoir mieux innover. Quant à nous, on se donne rendez-vous après-demain, dimanche, toujours sur ce Facebook Live de So Good pour parler cette fois-ci d'eau douce. Merci à tous et à dimanche.